Bon, je vais parler d'un film d'horreur, mais avant tout, je vais évoquer une anecdote. Avant tout, je vais évoquer une anecdote dont j'ai jamais parlé. Et j'ai jamais pu en parler parce que je vois pas l'intérêt de faire des vidéos. Je vois pas l'intérêt de faire des vidéos sur des anecdotes que j'ai vécues. Parce que déjà, ce serait pas long du tout et ça m'énerverait. Euh, donc, une anecdote que j'ai vécue par rapport au film, donc qui est en lien avec le film dont on va parler aujourd'hui. Cette anecdote, donc je vous ai dit, hein, c'est pour ça que c'est pour ça que je le fais dans la vidéo de ce film, parce que je vois pas l'intérêt d'en parler en vidéo. Et que le format serait beaucoup trop court et que ça m'énerverait. Les seuls formats courts que j'accepte sur mes chaînes, sur ma chaîne, c'est quand je fais des introductions musicales ou alors phonétiques, donc en narration d'histoires que je vais faire ensuite et que je poste comme ça. J'en ai posté une ce matin qui durait 2 minutes et donc voilà. Ça c'est le seul format très court que j'accepte. Mais sinon, des formats comme ça, je back parce que ça m'énerve. On va parler aujourd'hui du film The Deep House. Donc on va parler du film The Deep House, qui est un film totalement, enfin presque totalement. C'est un film qui est presque totalement belge et qui a été tourné en Belgique. C'est l'histoire d'un couple. C'est l'histoire d'un couple, Ben et Tina, qui sont en fait deux youtubeurs américains. Ce sont deux youtubeurs américains qui sont spécialisés dans l'urbex. Alors je ne sais pas si certaines personnes savent ce que c'est l'urbex, mais grosso modo c'est visiter des lieux hantés. Grosso modo c'est visiter des lieux pas hantés. Je me trompe avec l'histoire là. Là je me trompe avec l'histoire. Mais grosso modo c'est visiter des lieux qui sont abandonnés et certaines personnes en estimant qu'ils sont hantés et qu'il se passe des choses dedans. Ou alors certaines personnes, justement, pour le kiff, en fait, c'est d'imaginer qu'il s'est passé quelque chose dedans ou qu'il y a eu quelque chose. Et le but de l'urbex, c'est visiter des lieux qui sont euh, totalement abandonnés. Mais visiter des lieux abandonnés, c'est interdit. Donc, c'est une discipline qui s'est pratiquée longtemps. C'est une discipline qui se pratique en Amérique encore, et qui se pratique encore aujourd'hui, hein. Mais c'est une discipline interdite. Elle a été interdite justement pourquoi? Parce qu'en fait, les lieux abandonnés, on va prendre une maison abandonnée. Eh bien, une maison abandonnée, justement, en fait, tu ne peux pas la visiter, tu ne peux pas rentrer dans la maison abandonnée, parce que même si la maison est abandonnée, elle appartient toujours à son propriétaire. Si la maison a été achetée, même si la maison a été louée, et que la maison a été habitée plusieurs fois par plusieurs propriétaires, par plusieurs locataires, la maison appartient toujours à son propriétaire initial. Elle appartient toujours à la personne qui a acheté la maison ou qui l'a fait construire. Parce que la maison a juste été abandonnée, c'est-à-dire que les personnes qui habitaient dans la maison sont juste parties, ils ont quitté le lieu, mais la maison appartient toujours à la personne qui l'a fait construire ou alors à la personne qui l'a acheté. Donc, c'est une discipline qui est totalement interdite. En tout cas, on a interdit ça en Europe. En Europe, on a interdit ça. Moi, j'avais un petit copain qui faisait cette discipline. Il m'a proposé un jour de le faire. Enfin, déjà, je lui ai dit, dans tes rêves, mon vieux. Je lui ai pas dit ça, hein. Je lui ai dit non, je vais pas visiter des lieux hantés. J'aime bien en voir. J'aime bien en voir dans les films des lieux hantés, enfin des lieux abandonnés. J'arrête pas de dire hantés. Parce qu'en fait, certaines personnes prétendent que ce qu'ils vont visiter sont hantés ou alors qu'il s'est passé des choses. Mais j'ai dit à mon petit copain, je lui ai dit non, non, je vais pas visiter de vrais lieux abandonnés. Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Et donc voilà, donc bref, on n'est pas là pour parler de ma vie sentimentale. Et donc, dans The Deep House, en fait, ils visitent plusieurs lieux abandonnés. Il visite d'abord un lieu abandonné, donc pour te mettre un peu dans le bain au début,
pour te mettre un peu dans le bain de ce qu'ils font, au début, ils visitent un sanatorium. Et ils prétendent justement, bah voilà, on a un exemple. Au début, ils visitent un sanatorium et ils prétendent qu'il y a une infirmière qui a empoisonné cet enfant et que son esprit rôde toujours dans les couloirs à la recherche de quelqu'un à la recherche de quelqu'un empoisonné. Voilà, donc généralement les gens s'inventent tout un cinoche, s'inventent toute une histoire en disant et il s'est passé un massacre, une famille a été tuée ici, ou alors il y a un esprit ici, ce lieu est hanté, enfin bref. Généralement c'est un petit peu ça le kiff quand tu vas faire de l'urbex. C'est d'imaginer qu'il s'est passé quelque chose, alors qu'il s'est rien passé du tout, hein. Et donc, 3 mois plus tard, ils se retrouvent au rivage d'un lac. Ils se retrouvent au rivage d'un lac en essayant de réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont faire sous ce lac. Apparemment, il y aurait des ruines, donc des, des choses dans lesquelles on pourrait faire de l'urbex. Et donc, il y aurait des ruines sous ce lac et ils ont besoin d'un guide, mais une personne leur dit que c'est pas plus que des ruines et que c'est pas très intéressant d'aller faire de l'urbex. Et donc, une autre personne propose une partie du lac, ce qu'on appelle un bras du lac, qui est plus loin, qui est un petit peu plus loin et séparé du lac. En fait, il a été séparé. Et le bras du lac, en fait, tout au fond, il y a une maison entière qui est immergée. Il y a une maison entière qui est immergée sous la surface. Et à l'intérieur de cette maison, ils vont rentrer à l'intérieur de cette maison et ils vont se rendre compte que la maison est hantée et qu'elle commence de plus en plus à se refermer sur eux. Voilà. L'anecdote, on va faire l'anecdote entre parenthèses. L'anecdote, c'est qu'en fait, l'année où ce film est sorti, je crois qu'elle est sortie en 2021, l'année où ce film est sorti, eh bien, quelques années avant, je crois qu'on va remonter en 2017, 2017-2016, un truc comme ça. 2017-2016, voire même 2015, je pense. Non, non, 2015, c'est trop loin. 2016-2017, j'avais déjà, j'écris des histoires. J'écris des petites histoires d'horreur quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps, je prenais mon PC parce que mon PC maintenant il est cassé. La boulette. Et je prends mon PC et j'écris des petites histoires d'horreur. Quand j'avais le temps, je faisais ça. Et en fait, justement, j'avais prévu d'écrire une histoire d'urbex, moi, j'avais prévu d'écrire une histoire d'urbex avec justement des jeunes qui vont faire de l'urbex. Sauf que moi, c'était dans un grand immeuble, une sorte de garage abandonné. Et ils découvrent qu'il y a eu un massacre et qu'il y a l'esprit d'une petite fille qui rôdait toujours. Oui, j'adore les esprits des petites filles. Me demandez pas pourquoi, je trouve ça terrifiant. Quand c'est un enfant qui terrifie toute une maison, tout un appart, tout un bordel, je trouve ça terrifiant. Les enfants me font flipper. Les enfants me font flipper particulièrement. Là encore, j'ai inventé une histoire sur les enfants, sur les poupées. Donc voilà. Euh, donc le jour où j'ai entendu parler de ce film, le jour où un article est sorti en disant qu'il y avait un film qui allait parler de l'urbex et qui allait être un film d'horreur, eh bien, j'ai été voir et je me suis rendu compte en fait que ce film parlait justement de ce que moi je voulais parler. Voilà. Ça, c'est la petite anecdote. Euh, je trouve le film étonnamment, je trouve le film étonnamment long pour quand même 1h21. Pour quand même 1h23. 1h23. Bon, 1h21 grosso modo, quoi. 1h21 grosso modo, mais 1h23, je le trouve étonnamment long parce qu'en fait, les scènes tirent en distance. Les scènes vraiment tirent en distance, tirent en longueur. Les scènes tirent vraiment en longueur, comme dans le film d'horreur Hereditary. C'est des scènes qui tirent en longueur et on est dans un endroit vraiment très très oppressant. On est dans une maison sous l'eau. Déjà qu'une maison de base, c'est oppressant. Et là, quand tu vois la maison, ce qui est super intéressant, c'est que de face, elle a l'air toute petite. De face, elle a l'air toute petite quand tu arrives, mais en fait, il y a la caméra qui est d'ailleurs, la maison a été montée sous l'eau en fait. La maison a été montée sous l'eau dans un bassin de cinéma, quelque part en Belgique, je sais plus où. Mais la maison a été montée sous l'eau étage par étage. Donc, genre, le premier jour, ils ont tourné au premier étage toutes les scènes. Et puis ensuite, ils montaient le deuxième étage. La maison était toujours immergée, hein.
Et il montait le deuxième étage et il montait toutes les scènes au deuxième étage. Et puis il montait le troisième étage et ensuite il faisait toutes les scènes au troisième étage. Et jour après jour, il montait la maison. Et aussi, c'était la même chose. Chaque fois qu'on revenait au premier étage, il faisait les décors. Et chaque fois qu'il y avait une scène qui était faite, chaque fois qu'il y avait une scène qui était faite en bas au premier étage, il fallait refaire la scène parce qu'on avait joué, on avait déplacé des objets, on avait déplacé les choses. Donc il fallait refaire le même décor, il fallait refaire les décors une deuxième fois. Et ensuite, c'était la même chose au deuxième étage. On jouait et on faisait les décors. Et puis une fois qu'on avait joué dans les décors, il fallait reproduire les décors parce qu'on avait bougé. On avait bougé et touché au décor. Et ensuite, troisième étage, même processus. On jouait, on installait les décors et puis on jouait à l'intérieur. On jouait à l'intérieur de la maison. Et puis comme on avait joué au troisième étage, il fallait de nouveau réinstaller les mêmes décors. Et c'était comme ça pendant tout le film en fait. C'était comme ça pendant tout le film. C'était vraiment jouer la scène, puis réinstallation des décors, réinstallation des lumières, réinstallation des plans de comment ils allaient se déplacer dans la maison. Et on jouait une deuxième scène et réinstallation des décors et réinstallation des lumières, etc. Et tout ça pendant toute la durée de la maison. Le film est particulièrement oppressant, j'ai trouvé. J'ai trouvé que le film était particulièrement oppressant. Moi, je pensais vraiment que c'était une vraie maison. J'ai peut-être été un peu naïf sur ce coup-là. Sur ce coup-là, j'ai peut-être été un peu naïf de penser que c'était une vraie maison qui était vraiment immergée sous l'eau. Eh ben non, c'est une maison qui a été construite de toutes pièces, qu'on a fabriquée de toutes pièces, dans un bassin qui fait 9 mètres de profondeur en Belgique, qui est en fait le plus grand bassin cinématographique pour faire des films sous l'eau. C'est en fait le plus grand bassin cinématographique pour faire des films sous l'eau, et il est quelque part en Belgique, dans le nord, si je me souviens bien. Et, euh, et en fait, le truc est aménagé, le bassin, il est aménagé de 9 mètres de profondeur et de plein de fonds verts, de plein de lumière, de plein de spots. Il est vraiment aménagé pour le cinéma. Et c'est là qu'ils ont tourné le truc. Et évidemment aussi, les deux acteurs principaux, ce sont des acteurs américains, parce que je vous ai dit que le film est français, enfin ouais, belge. Je vous ai dit que le film est belge, mais pas totalement belge, pas entièrement. Il est anglais aussi. Et les deux acteurs principaux sont américains, mais ils ont eu des doublures. Les réalisateurs du film, parce qu'il y a deux réalisateurs, c'est deux réalisateurs du film. Il y a un réalisateur et un co-réalisateur. Et en fait, ils travaillent ensemble. C'est leur sixième film, si je ne me trompe pas. Sixième. C'est leur sixième film et en fait, ils en avaient déjà fait cinq ensemble. Et là, c'est leur sixième film. Et en fait, ils ont eu la chance de tourner avec des nageurs professionnels qui ont incarné les doublures. Donc ils ont joué avec des nageurs professionnels, les meilleurs nageurs d'Europe, si je me rappelle bien. Je crois que c'est les meilleurs nageurs d'Europe et oui, c'est ça, c'est les deux plus grands nageurs d'Europe au monde. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça doit être quelque chose comme ça. Soit les deux plus grands nageurs au monde, mais les deux plus grands nageurs d'Europe. Euh, eh bien, ils ont eu la chance de tourner avec eux. Et en fait, ça a été très difficile de tourner avec eux parce qu'en fait, déjà, de un, c'est des nageurs, c'est pas leur profession d'acter. C'est pas leur profession d'acter, donc les acteurs ont dû tout leur apprendre et eux, ils faisaient la doublure. Et ils faisaient la doublure sous l'eau et ils nageaient sous l'eau pour les acteurs. Et les acteurs devaient chaque fois qu'on tournait une scène, qu'on retournait une scène, que ce soit au premier ou au deuxième étage, mais dans la maison, chaque fois qu'on faisait une scène dans le bassin, les acteurs, eux, ils savaient ce qu'ils devaient faire, mais comme ils pouvaient pas le faire, ou alors qu'ils ne voulaient pas le faire, parce que en tant qu'acteur, tu as toujours un contrat que tu dois signer et tu peux signer des choses, comme par exemple, si tu as besoin de te raser les cheveux pour incarner un personnage et que tu veux pas, tu peux dire non. Si, si tu as besoin de jouer un rôle lesbienne ou alors gay et que tu veux pas, tu peux dire non.
Si, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et si tu veux, si tu dois jouer un rôle gay et lesbienne et que tu n'as pas envie, bah tu peux dire non. Si tu dois te couper les cheveux ou si tu dois te teindre les cheveux, tu peux dire non. Euh, il y a plein de choses comme ça auxquelles les acteurs peuvent dire non en fait. Et en fait, là, justement, les acteurs, bah, soit ils voulaient pas nager, soit ils voulaient pas nager et faire des scènes. Enfin, et si, ils ont fait des scènes sous l'eau, mais les scènes globales, on va dire qu'ils ont fait les scènes à l'extérieur de la maison, mais pas dans la maison. Donc, pour tout ce qui était chorégraphie de déplacement dans la maison, c'était les nageurs. Mais c'était très difficile parce que les acteurs devaient chaque fois réapprendre aux nageurs. Les acteurs devaient chaque fois réapprendre aux nageurs comment est-ce qu'on actait, comment acter leur personnage et comment se déplacer dans la maison, ce que leurs personnages sont censés faire. Donc à chaque fois, l'acteur de Tina, donc l'actrice de Tina, devait lire devait lire ce qu'elle devait faire elle devait lire ce qu'elle devait faire dans le film, et à chaque fois l'apprendre au nageur qui allait incarner sa doublure. Et donc, c'était pareil pour l'acteur de Ben, il devait chaque fois lire ce qu'il allait faire dans le film, et l'apprendre au nageur qui allait incarner sa doublure dans la maison. C'était pareil, et d'ailleurs, l'acteur de Ben, le nageur qui l'a incarné lui, il incarnait juste les scènes de déplacement dans la maison, tandis que, tandis que la nageuse qui incarnait Tina, qui incarnait la doublure de Tina, elle incarnait plus les scènes de cascade et les scènes de terreur, les scènes horrifiques du film. Sinon, c'est un film super bien placé. Je trouve que tout fonctionne bien. Je crois que j'ai rien à redire. Et là, je vous ai un peu... Là, j'avoue que c'était plus sur le comment on a créé le film qu'autre chose. Mais mon avis sur ce film, c'est qu'il est juste génial. Mon avis sur ce film, c'est qu'il est bien, il est bien placé. Et j'ai beaucoup aimé le fait d'arriver sur l'impression qu'on arrive sur une petite maison et que finalement, tu vois la caméra qui tourne. Et en fait, la maison est géante. La maison est géante. La maison est énorme. Mais en fait, c'est parce on arrive avec la caméra, qui évidemment, vous vous en doutez, c'est des drones. Ils ont utilisé, vous vous en doutez, ils ont utilisé allez, des, des drones qui vont sous l'eau. Ils ont utilisé des drones sous-marins qui vont sous l'eau. Et bien, en fait, justement, le drone qui portait la caméra sous l'eau, donc c'était une caméra même pas waterproof, c'était une caméra pour aller sous l'eau. Et bien, justement, en fait, elle arrivait devant la maison, et devant la maison, en fait, la maison était toute petite. Et puis, en nageant, le drone est monté au-dessus et passé sur le côté, et juste en passant sur le côté, justement, tu vois toute la maison, et la maison qui prend de la profondeur dans le lac et qui est juste énorme. Parce que, parce que si je vous montre, c'est vraiment très, très petit, hein, mais si je vous montre là, vous vous dites la maison, elle est rikiki, elle est minuscule. En fait, en longueur, elle se prolonge. En longueur, elle se prolonge, mais quand on voit ça, on se dit, mais c'est une maison de jardin, quoi, c'est tout petit. Alors que non, en fait, t'as juste le drone qui tourne et tu vois la maison qui est immense, qui est gigantesque, qui est énorme. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a quelque part, il y a un petit trip religieux dans le film. Il y a un petit trip religieux dans le film avec des familles avec des cadavres suspendus en forme de croix sur des chaînes, des crochets. T'as une sorte de voile autour d'une sorte d'aération. T'as une grande aération dans la maison trouée comme ça avec des grillages, et en dessous sûrement un grand ventilateur abandonné ou je sais pas quoi. Et au-dessus, tu as une sorte de voile un peu comme un dôme avec des voiles suspendus. Il y a ça souvent dans les pays chauds. Eh bien, il y a ça dans la maison. Et tout autour, il y a des chaînes et des grilles en forme de croix avec des personnages, des cadavres qui sont accrochés et qui portent un objet du Moyen Âge
C'est un objet du Moyen Âge qu'on mettait sur la tête pour torturer les gens. Et c'est une sorte de cage qui enchaîne totalement ta tête. Et c'est une cage qu'on te met sur la tête qui enchaîne totalement ta tête. Et en fait, cette cage est couverte de pics. Elle est couverte d'énormes pics. Et justement, si tu essayes de l'enlever, tu t'arraches les mains. Voilà, c'est un objet du Moyen Âge. Et ça servait à torturer les damnés et à torturer les prisonniers. On leur mettait ça sur la tête et ils pouvaient pas se libérer en enlevant ça parce que sinon ils se coupaient les mains et ils s'arrachaient les mains. Et, euh, et il y a un personnage qui en a un avec des pics. Je crois que c'est la femme d'ailleurs. Et il y a l'autre personnage, l'homme, qui en a un, mais sans les pics. Et d'ailleurs encore une fois, je viens de tilter, ça fait un peu une injustice homme-femme. Parce que c'est quand même la nageuse professionnelle qui a doublé Tina, le personnage féminin du film, qui a dû incarner les cascades et tous les moments qui font peur presque. Alors que Ben, le nageur qui a incarné Ben, lui, il a incarné seulement les moments de déplacement dans la maison. C'est quand même un peu une injustice homme-femme. Et quand on voit le cadavre qui porte ce masque en métal avec les pics, c'est la femme. Et celui qui porte le même masque en métal avec des grilles et sans les pics, c'est l'homme. Donc encore une fois, il y a une petite injustice homme-femme. Mais c'est un trip un peu religieux et un moment quand ils sont encore au premier étage. Quand ils sont encore au premier étage, un moment il y a une porte derrière et ils ont ouvert plusieurs portes et il doit bouger une sorte de grande croix de Jésus avec un Jésus crucifié dessus. Donc ça rend encore mieux que les croix, les crucifix, les simples croix. Non, c'est une grande croix qui fait genre 3 fois la taille d'un être humain normal, genre 1,80 m comme moi. Enfin, moi 1,85 m dans mon cas. Genre la croix elle fait 2 mètres et elle est énorme et ils doivent la bouger. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, malgré le fait qu'il soit très très court, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il a un aspect un peu fantomatique parce qu'en fait justement avec la profondeur et la pression de l'eau qui devient encore plus intense, eh bien, quand ils ouvrent une porte, la porte s'ouvre toujours lentement et t'as pas cette impression de poltergeist avec une porte qui va s'ouvrir toute seule et qui grince derrière ton dos comme dans les films d'horreur et qui s'ouvre la nuit. T'as pas cette impression-là, mais justement tu l'as tout le temps cette impression. Tu l'as tout le temps parce qu'en fait ils sont sous l'eau et les portes quand elles s'ouvrent lentement. Donc t'as tout le temps cette impression t'as tout le temps cette impression fantomatique que les portes s'ouvrent toutes seules. C'est horrible. C'est horrible. Donc c'est un film que je conseille vraiment à tout le monde. Tous ceux qui ont envie de se faire peur, je vous conseille vraiment le film The Deep House parce que tu as tout le temps une impression fantomatique parce que tu es dans cet aspect avec la pression de l'eau, tu es dans cet aspect qui va faire que les portes bougent un peu comme si elles bougeaient toutes seules. Alors qu'on a juste poussé la porte en avant et voilà. Et ça fait, et ça fait le même mouvement que dans un film d'horreur classique où la porte s'ouvre derrière toi et commence à grincer. Donc voilà, c'est vraiment un bon film d'horreur. Moi je fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir The Deep House.